Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 5 octobre 2021 à la une ce soir. Les Jeux Olympiques de Pékin débuteront dans un peu plus de 100 jours et les athlètes français sont impatients. Nous verrons un reportage de Sébastien Germain qui s'est rendu en région parisienne pour la présentation très officielle des équipes de France de ski. Et puis notre feuilleton de la semaine nous emmène à la découverte de projets innovants. Haute-Savoie Habitat gère de nombreux logements sociaux dans le département. Nous verrons un reportage de Jean-Paul Crespi dans le quartier du Perrier à Annemasse. La grande famille des sports de glisse avait rendez-vous à Romilly-sur-Seine ce lundi. La traditionnelle présentation des équipes de France olympique et paralympique a eu lieu dans un site ô combien symbolique. L'historique usine du coq sportif, le nouvel équipementier des Bleus. Alors que les différentes Coupes du Monde vont bientôt débuter, la délégation tricolore n'a qu'un seul objectif, briller à Pékin pour les Jeux d'hiver qui débuteront précisément dans 122 jours. Reportage de Sébastien Germain. Dans 4 mois, il s'agira de briller sur les pistes et sur la glace de Pékin pour pouvoir monter sur les podiums. En attendant, ce lundi, les athlètes de l'équipe de France olympique et paralympique réunis pour la toute première fois sous le même emblème se sont essayés au jeu du défilé de mode pour présenter les nouvelles tenues officielles de leur nouvel équipementier français dans l'usine historique du coq sportif à Romilly-sur-Seine. Et après une année très particulière marquée par les restrictions sanitaires, cette journée de retrouvailles est la bienvenue. C'est cool de rencontrer un petit peu tout le monde, de retrouver surtout tout le monde parce qu'on a eu des moments un petit peu compliqués, mais du coup j'aime bien faire des vannes un petit peu, aller à droite à gauche, c'est important de sourire et puis surtout on est tous très proches, on fait partie de l'industrie du ski et on sait que c'est une belle industrie donc on peut se permettre. Très logiquement, Pékin est donc déjà dans toutes les têtes et dans tous les esprits. 14 ans après les Jeux d'été, la capitale chinoise va donc accueillir les JO d'hiver. Et qu'ils soient expérimentés, déjà médaillés ou même novices, tous ont fait du rendez-vous du mois de février prochain un objectif prioritaire. C'est l'objectif cette année, être médaillé olympique, rentrer avec au moins une médaille. Il y a plusieurs courses que je vise, que ce soit la poursuite, la mass start ou bien le relais avec l'équipe. C'est des courses qui me donnent vraiment envie et en tout cas, j'ai pas envie de me mettre de limite. Chaque course là-bas, je vais la faire à 200% pour jouer la médaille. J'adore les courses d'un jour et ça, c'est vraiment ce qui me donne envie dans le sport. C'est cet événement qui nous permet aussi de mettre en lumière notre sport. On est un sport moins visible que certains et là, c'est vraiment l'occasion de le montrer et d'être ambassadeur de notre sport. Donc ça compte, on représente la France, c'est tous les 4 ans. Donc voilà, le challenge il est là, c'est être prêt le jour J alors que ça fait 4 ans qu'on se prépare. Bien sûr, c'est mon objectif d'aller chercher le plus beau des métals là-bas à Pékin. Après, on sait très bien que c'est compliqué, c'est des courses d'un jour. Même si j'ai cette chance de courir dans les 5 disciplines, voilà, dès le premier jour, je serai au max de mes capacités et bien sûr, même si je dois finir sur les rotules, je donnerai tout jusqu'à la dernière course. Alors que les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin s'ouvriront dans très exactement 122 jours, les skieurs alpins français auront ensuite rendez-vous pour les mondiaux 2023 de Courchevel-Méribel, un enchaînement jamais simple à réaliser. On l'a vécu en 2009 à Val d'Isère, on fait plutôt des bons championnats du monde et on fait des très mauvais jeux. Dans la hiérarchie des objectifs, les Jeux Olympiques sont prioritaires. Donc on va déjà s'attacher à bien réussir et à essayer de réussir nos jeux. Une fois qu'on aura fait ça, forcément, c'est dans la tête de tout le monde que les championnats du monde en 2023 de ski alpin sont à Courchevel-Méribel. Alors, il y a quand même des actions qu'on va mettre en place, des entraînements sur la piste dès cet hiver, mais perdons pas de vue qu'il faut d'abord qu'on réussisse Pékin. Mais avant d'espérer ramener des breloques olympiques, les Bleus devront être performants sur les pistes aux 4 coins de la planète lors des différentes étapes de Coupe du Monde. Et puis lors de cette présentation des équipes, le nouvel emblème des équipes de France justement a été dévoilé. C'est toujours un coq qui ornera les tenues des athlètes français, mais il a été modernisé et pour la première fois, les équipes olympiques et paralympiques arboreront le même symbole. Je vous propose d'écouter tout de suite Marie Bochet et Perrine Lafont qui réagissent à cette réunification des deux équipes au micro de Sébastien Germain. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vrai que pour connaître pas mal l'athlète valide, c'est vrai que c'était toujours un peu l'interrogation, mais pourquoi en fait on n'a pas le même logo, pourquoi on n'a pas la même communication.
Donc c'est vrai que c'était un peu étrange. Après, voilà, il reste toujours les 2 fédérations distinctes, les 2 comités distincts. Donc voilà, il y a encore vraiment une distinction et une différence, mais au moins voilà, d'avoir des événements comme ça en commun, c'est chouette parce qu'en fait on a l'habitude de se croiser, on se voit, mais en fait c'est vrai que des fois il manque un peu ces moments-là. Et donc cette volonté d'unir cette équipe, d'avoir ce logo commun, va nous permettre tout ça, d'avoir plus d'échanges et peut-être aussi une plus grosse émulation. Typiquement, on s'entraîne pareil, ils s'entraînent aussi dur que nous, on va sur les mêmes lieux d'entraînement, donc pourquoi séparer les deux, pourquoi marquer cette différence et d'autant plus qu'en plus on est très proche aussi des athlètes paralympiques. Moi je suis hyper copine avec Marie, avec Ben, donc de se sentir unis et tous ressembler aussi, je pense que c'est ce qui va faire notre force et ce qui va faire qu'on va être encore plus puissant, encore plus soudés pour la performance sur les gros événements et pas que quoi. La saison de la chasse a débuté en Savoie à la mi-septembre et pour en parler, j'accueille ce soir sur ce plateau Régis Clapier. Bonsoir. Bonsoir Victoria. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération des chasseurs de Savoie. Alors, comment se déroule déjà la saison jusqu'ici ? Ça y est, la saison est lancée, tout se passe bien, on a de bons retours, on a des chasseurs qui sont dans la nature, qui sont heureux, donc tout va bien. Vous dites sur votre page Facebook que cette année, l'ouverture a été particulière pour les chasseurs de Savoie avec un nombre de nouveaux permis en réelle augmentation. Comment vous expliquez cette augmentation ? Je pense qu'on commence à avoir un regard un peu nouveau sur les chasseurs. On communique de plus en plus, on communique peut-être mieux, on ne l'a pas fait pendant longtemps. Aujourd'hui, on se découvre un petit peu et finalement, on fait naître quelques vocations. Est-ce que c'est signe que vous arrivez à combattre un petit peu cette défiance dont on peut beaucoup parler, notamment dans les médias ? C'est indiscutable. Après, c'est vrai que souvent, on subit de la calomnie, des fausses informations. Et nous, on le combat sans arrêt en mettant en lumière tout ce que l'on fait pour la nature, tout ce que l'on fait pour le gibier, pour le petit gibier de montagne notamment, qui est un emblème de la Savoie et que nous voulons conserver. Donc nous étudions beaucoup de choses, nous le faisons savoir et forcément les gens ont un regard différent et donc rejoignent nos rangs. Et finalement, moi j'ignore un petit peu tous nos opposants et je continue à travailler et le travail finalement paye. Vous êtes vous-même un petit peu la figure peut-être du renouveau de l'image de la chasse puisque vous êtes le plus jeune président de fédération de France. Des jeunes rejoignent encore les rangs des chasseurs ? Oui, beaucoup de jeunes, également beaucoup de femmes. On travaille pour féminiser la chasse. Donc oui, il y a encore beaucoup de jeunes, c'est quelque chose qui plaît. C'est énormément le collectif qui est mis en avant. Il y a une chasse un petit peu individuelle, mais c'est aussi le groupe. Et puis on a quand même en Savoie la chance d'avoir d'immenses espaces à parcourir. Et donc on peut allier à la fois le sport, l'amitié, donc c'est important. Vous, pour justement informer, pour sensibiliser, vous prévoyez notamment une journée le 17 octobre. En quoi va consister cette journée ? Eh bien, en fait, on va accueillir tous les gens qui ne connaissent pas la chasse, mais qui veulent la découvrir. C'est vraiment de beaux moments de partage. On chasse souvent les idées reçues. Alors, on a des gens qui viennent nous voir, qui sont certaines fois anti-chasse. Et puis, quand ils repartent, ils partent avec une nouvelle vision. Et certains même nous rejoignent et passent leur permis par la suite. Donc là, pour nous, c'est une victoire. On l'a vu à l'image, il me semble. Il y a 8 sociétés de chasse qui vont accueillir en Savoie lors de cette journée. Tout à chacun. C'est ça, c'est exactement ça. Tout le monde peut venir, on accueille tout le monde peut venir découvrir la chasse, différents types de chasse, la chasse collective, la chasse individuelle, mais on accueille tout le monde, pas de problème. Est-ce qu'il faut être un petit peu sportif ? Parce qu'on le rappelle, la chasse est un sport tout de même. Alors, la chasse est un sport, c'est vrai que si on veut partir à la conquête d'un chamois, il faut quand même être un petit peu entraîné. Si on veut accompagner un ancien chasseur qui aura le plaisir de nous faire découvrir des contrées un petit peu plus douces, il n'y a pas de problème. Vous parliez de chamois, il me semble que c'est une vraie passion pour vous. C'est ce qui vous a amené à la chasse ? C'est exactement ça, oui. Donc, vraiment l'amour de l'animal, l'amour d'aller le chercher, la conquête, le trouver, et puis aujourd'hui de le partager avec des amis, faire découvrir cette chasse. C'est une chasse où il faut se lever très tôt, c'est une chasse qui est difficile. Et quand on a la chance de ramener un gibier, c'est un gibier qu'on a mérité.
C'est une vraie passion aussi. Ah, c'est une véritable passion, oui. Revenons un petit peu à la sensibilisation. Il y a aussi de nouveaux panneaux cette année qui ont été mis en place. Alors, nous avons mis de nouveaux panneaux à destination des automobilistes, mais également des promeneurs. On les met sur les chemins de grande randonnée pour signaler notre présence. On n'interdit pas surtout l'accès à la nature. Au contraire, on veut partager, on veut se montrer, faire voir qu'on est là, le faire savoir. Et on est vraiment pour mettre en place une notion de vivre ensemble avec les autres utilisateurs de la nature. On a également développé une application sur les téléphones, donc qui s'appelle Launcher, sur laquelle les promeneurs peuvent découvrir en temps réel, ça c'est important, vraiment en temps réel, où se situent les chasseurs, où se situe la partie de chasse, la battue. C'est ça l'enjeu qu'on retrouve à chaque fois, c'est vraiment le partage de ce territoire. Vous arrivez à partager, à vous entendre aussi avec les autres pratiquants de la montagne? Alors c'est véritablement un objectif. Nous avons dernièrement créé un forum au cours duquel nous avons rencontré les autres utilisateurs de la nature. On a essayé de se comprendre parce que souvent l'inconnu fait peur et puis souvent on ne se comprend pas. Donc on se parle pour se comprendre mieux et je suis certain que l'on va réussir. On a déjà bien avancé et la nature, on peut vraiment la partager sans aucun problème. En un tout petit mot pour conclure, vous êtes à la tête de cette fédération depuis 2016. Est-ce qu'il y a encore de nouveaux chantiers sur lesquels vous aimeriez travailler dans cette fédération? Inévitablement, faire changer le regard du grand public sur la chasse, c'est important. Féminiser nos rangs et puis accueillir beaucoup plus de chasseurs encore. Merci beaucoup, en tout cas, Régis Clapier, d'avoir été avec nous sur ce plateau et bonne saison. C'est moi qui vous remercie. Merci, à bientôt. 700 manifestants à Annecy, 1000 à Chambéry, toutes les professions étaient appelées à descendre dans la rue ce mardi. La protestation répondait à l'appel de plusieurs syndicats et elle a été particulièrement suivie partout en France. Au cœur de ces revendications, la question des salaires et des réformes de l'assurance chômage et des retraites. Marine Schneider, Lucas Ruche et Hugo Guiret ont suivi pour nous les cortèges savoyards et hauts-savoyards. À Annecy, c'est le secteur du médico-social qui a ouvert la marche devant l'ARS. Il demande une revalorisation de salaire de 183 €, identique à celle du personnel soignant accordée le mois dernier par le gouvernement. Le secteur souffre déjà d'une pénurie de personnel. Les personnels aujourd'hui fuient le secteur parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés et peuvent aujourd'hui être mieux payés sur d'autres secteurs qui ont eu les 183 €. Je pense à tout ce qui est infirmiers, infirmières, les aides-soignantes, les AES, qui est un diplôme qui a fusionné entre AMP, auxiliaire de vie. Tous ces gens-là peuvent partir de notre secteur d'activité pour aller ailleurs et pouvoir percevoir un meilleur salaire. Le pouvoir d'achat est bien au centre des revendications. Les fonctionnaires demandent des points d'indice supplémentaires, les employés, une hausse du salaire et du SMIC malgré le coup de pouce réglementaire du mois dernier. Il est jugé insuffisant pour ces travailleurs qui vivent à Annecy. Il est très difficile de vivre vu le coût de la vie et de l'immobilier. Donc on voudrait un coup de pouce supplémentaire pour pouvoir déclencher des négociations dans les branches, dans les entreprises, que ça instaure un cercle vertueux et qu'on puisse enfin vivre décemment ici. Dans les rues de Chambéry, même scénario. Les retraités défendent également leur pouvoir d'achat en baisse suite à la hausse du prix du gaz. Tout augmente, notamment on sait bien l'énergie, tout ça, et pour nous, notre salaire ne suit plus le pouvoir d'achat. La réforme de retraite qui se profile ne va pas arranger la situation. Si le départ à la retraite est encore reculé, tous les salariés risquent d'en pâtir selon les syndicats savoyards. Il n'y aurait ainsi pas assez de travail pour tout le monde. On ne peut pas l'accepter, déjà c'est trop loin. Donc on ne peut pas imaginer avec le taux de chômage actuel, le nombre de jeunes qui n'ont pas de travail, comment pourrait-on imaginer d'aller plus loin encore dans l'âge des retraites? Le secteur du médico-social ne compte pas en rester là. Une manifestation nationale est prévue le 18 novembre prochain devant le ministère de la Santé. Ils étaient près de 15 000 à battre le pavé en région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 1 millier à Chambéry et 700 000 à Annecy. Place à notre premier épisode de la série de la semaine consacrée au bailleur social Haute-Savoie Habitat, l'organisme de gestion locative de très nombreux logements sur le département. Au début du mois de septembre, il a rejoint une convention pour le climat regroupant 150 entreprises françaises qui souhaitent mener une action volontaire dans la transition écologique. Dans le quartier du Perrier à Annemasse, Haute-Savoie Habitat entreprend ainsi la réhabilitation de
720 logements sociaux pour renforcer leur performance thermique et diminuer leur consommation en énergie. Jean-Paul Crespi a assisté à une visite de chantier, reportage. À Annemasse, au Perrier, Haute-Savoie Habitat a donné le coup d'envoi d'un vaste chantier de réhabilitation qui devrait s'achever en 2026. Après la démolition de la barre Charcot et ses 98 logements en 2014, puis la réhabilitation de 156 appartements locatifs au cœur de Livron entre 2016 et 2017, le bailleur social entreprend la rénovation de 720 logements répartis sur 16 bâtiments. L'objectif étant d'améliorer la performance thermique et phonique, le confort et l'esthétisme des logements, ainsi que la sécurité, l'hygiène et le confort des parties communes. Des travaux attendus par les locataires, une rénovation d'envergure nécessaire pour veiller au maintien d'une qualité de vie au sein des quartiers. Le gros enjeu ici, c'est de changer l'image du quartier, c'est-à-dire que c'est un quartier qui a certes bien vécu par ses habitants, mais qui a une image un peu vieillissante, et donc c'est de lui redonner une nouvelle jeunesse, c'est de l'inscrire à fond dans la ville, et c'est d'arriver à l'accrocher au reste du tissu urbain. C'est ça le principal enjeu. Après, ça c'est l'enjeu urbain, mais il y a aussi un enjeu pour les gens qui soient bien chez eux, et qu'ils soient fiers d'habiter ici, tout simplement. Mais au global, c'est du patrimoine qui est ancien et sur lequel, oui, il fallait intervenir maintenant, puisqu'il y a urgence climatique générale, de toute façon. C'est du cas par cas. Donc, c'est des travaux à la fois extérieurs-intérieurs et à la fois adaptés à chaque famille. Enfin, voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est ambitieux, à la fois dans le côté quantité et le côté qualité et préparation. Enfin, voilà, je trouve que c'est quelque chose de, je dirais, ambitieux. Autre défi à relever et soucieux d'un mieux vivre chez soi, initié en concertation avec les locataires, la rénovation de l'ensemble locatif doit être réalisée en présence des habitants. Un challenge qui nécessitera un accompagnement au quotidien. Ce qui est compliqué, c'est d'aller chez les gens, de pénétrer leur intimité, et ça, effectivement, c'est dur, et ça demande des capacités de flexibilité et de savoir comment prendre les gens, en fait. On leur a présenté le travaux en amont, quand on était en phase d'études avec les architectes et le bureau d'études, pour leur dire voilà ce qu'on a constaté sur site, voilà ce qui est prévu, et vous, à quoi est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on a pu oublier? Et donc on a pu intégrer des éléments, et notamment une partie du programme ici a été fait grâce à cette concertation locataire. 3 965 fenêtres et porte-fenêtres seront changées, et 35 400 mètres carrés de façade seront entre autres réhabilités pour un coût total estimé à 26 millions d'euros. En 2021, Haute-Savoie Habitat a rejoint les acteurs de la Convention des entreprises pour le climat. Actuellement, le bailleur social est propriétaire de 19 950 logements en Haute-Savoie. Et demain, pour le deuxième volet de cette série consacrée au bailleur social, nous nous intéresserons aux nouvelles normes de construction, toujours aux côtés de Haute-Savoie Habitat. C'est ainsi que se termine ce journal, mais restez avec nous. Juste après la météo, vous retrouvez le deuxième épisode de Panorama. Emmanuel Jaude rencontre ce soir le fondateur de Météo Chamonix. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Passez une bonne soirée en notre compagnie. Je vous retrouve avec grand plaisir demain.